Bonjour Nora, bienvenue à Kedge, veuillez vous installer. Bonjour Nora, donc je suis Dimitri Descogniers, je suis le rédacteur en chef de Major Prépa. Bonjour Nora, donc je suis Sylvie Jean, directrice des programmes et du recrutement à Kedge. Comme vous le savez, cet entretien va durer exactement 30 minutes, donc l'objectif c'est vraiment de faire connaissance avec vous et nous allons utiliser un jeu de cartes basé sur 5 cartes que vous allez découvrir les unes après les autres. Donc tout d'abord la carte trait d'union et je vous invite à les lire à haute voix. Accès à l'éducation de qualité, échec. Le service militaire est indispensable à l'équilibre de la société. Réformer. Et choix imposé. Très bien Nora, nous vous invitons à vous présenter et n'oubliez pas de faire référence à la carte autoportrait et donc le mot échec. D'accord, merci. Alors du coup je m'appelle Nora Tagui. Je suis actuellement étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Saint-Just. J'ai eu l'occasion de faire un baccalauréat scientifique avant de rentrer en classe prépa, donc pas forcément axé économie, mais finalement j'ai décidé de me challenger en tentant la classe prépa parce que je ne savais pas exactement sur quoi je voulais me diriger. En parallèle de ça, j'ai eu l'occasion de faire 10 ans de gymnastique en compétition. Donc pour le coup, ça a vraiment développé mon esprit d'équipe. J'ai rencontré des échecs, je me suis blessée, j'ai raté des compétitions et pourtant on était persévérants, on s'entraînait parce que je pense que vous pouvez vous douter qu'en sport, ça demande de l'entraînement. Vous êtes en présence de grands sportifs et nous aimons le sport à Kedge. C'est vrai que du coup l'échec je l'ai rencontré, mais pour moi l'échec ça signifie aussi le fait de se relever, de rebondir, de créer de nouvelles choses, de se lancer de nouveaux défis et peut-être partir sur des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir si cet échec n'avait pas eu lieu. J'ai aussi eu l'occasion de faire de la musique en conservatoire, donc en parallèle de la gym et de mes études. J'ai fait du coup du piano, je chante aussi un peu et donc c'est vraiment la passion que j'ai gardée en même temps que la prépa parce que c'est vrai que j'ai pas pu continuer la gymnastique. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation, c'est vrai que c'est une cause que je trouve importante et surtout j'en ai pris conscience en prépa, je dirais encore plus, puisqu'on a un enseignement de qualité, on bénéficie d'un enseignement pluridisciplinaire complet et en ayant fait du coup de la musique, du sport, mes études, je me rends compte que c'est une chance et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais valoriser dans mon futur si j'ai l'occasion à travers mon métier. Merci pour cette présentation. Donc vous avez le choix maintenant parmi les 3 autres cartes. C'est à vous vraiment de choisir celle avec laquelle vous allez poursuivre cet entretien avec nous. Alors peut-être choix imposé. Pour le coup, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire plus tard. Il y a différents domaines qui m'intéressent, mais c'est vrai que je ne sais pas si je l'interprète de la bonne façon, mais disons que pour moi, choix imposé, ça signifierait un peu le choix du cœur, le choix de la raison, et un peu cette bataille entre les deux où même quand on rentre en école de commerce, sûrement il y a pas mal de possibilités et on ne sait pas vers quoi se diriger. Peut-être un peu, est-ce que ce métier, je vais vraiment m'épanouir? Est-ce que ce métier ne va pas me prendre trop de temps? Est-ce que j'aurai le temps de faire d'autres choses à côté? Toujours garder mes passions, tout ça. Et du coup, parfois, on est un peu divisé entre tout ça. Alors, avez-vous été divisé au moment du choix de la classe préparatoire entre choisir la classe préparatoire ou d'autres... Choix imposé ou pas? Non, je dirais pas choix imposé, vraiment choix du cœur parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était et c'était un peu... il y a un peu un mythe aussi autour de la prépa où on construit tout... On construit quelque chose avant qu'on puisse rentrer en prépa en se disant que c'est inatteignable et il y a cet esprit de compétition, limite un peu malveillant, tout ça, chose que j'ai pas du tout rencontrée en prépa. Et au contraire, je suis très heureuse d'en avoir fait une, j'ai appris plein de choses et je pense que c'est des choses qui sont essentielles plus tard en école de commerce parce que c'est pas des matières qu'on retrouve, c'est une autre façon d'apprendre et je pense que c'est nécessaire. Quel est votre plus beau souvenir de classe préparatoire ? Mon plus beau souvenir.
Ou mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs, il y en a beaucoup. Gardons un bon alors. Ouais, un bon quand même. Pour moi, les bons souvenirs, c'est quand on a pu organiser des choses dans ma classe, donc des Pères Noël secrets, qu'on s'offrait tous des cadeaux entre nous, qu'on le faisait aussi avec les professeurs. Pareil, en fait, tous les fins de période, avant les vacances, aux fêtes de Noël, même en fin de première année de prépa, où au final on se retrouve tous ensemble, on discute d'autres choses et des fois on apprend à connaître certains aspects de la personnalité des personnes qu'on n'a pas pu découvrir pendant la prépa. Donc c'est cet aspect-là que je pense que je garderai, parce que je me suis fait des amis, je pense, avant que ce soit mes adversaires pour le concours, quoi. C'est intéressant, j'avais une question à ce sujet-là. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'activités, ou du moins votre vie est jalonnée de beaucoup d'éléments, que ce soit dans le sport, la musique ou la prépa, qui d'apparence sont assez personnels. La gym, a priori, c'est une performance individuelle, le piano aussi, à part quand on joue en groupe, et la prépa également. Et pourtant, dans votre discours, on sent qu'il y a un vrai sentiment d'altruisme et une volonté de partage, ne serait-ce que quand vous avez parlé de la gym, vous disiez on s'entraînait, on faisait des performances, etc. Et non pas jeu. Est-ce que vous vous définirez comme quelqu'un focalisé sur sa performance individuelle ou au contraire plutôt altruiste dans sa manière de considérer les choses ? Je pense qu'en fait, ma performance individuelle, mon implication, mon envie, mon énergie va permettre de faire fonctionner tout un groupe. Et du coup, typiquement en gymnastique, après il y a aussi le fait qu'en gymnastique, nos notes sont individuelles mais comptent pour l'équipe entière. Du coup, on a besoin de chacun reconnaître les capacités des unes des autres pour au final avoir la meilleure note au total. En piano, pareil, on fait des cours en groupe où on se rend compte que peut-être que l'un est moins bon là-dedans mais l'autre va être meilleur là-dessus. Donc vraiment la force du groupe, elle est permise grâce aux qualités de chacun. Donc c'est pour ça que je m'implique vraiment dans ce que je fais, je préfère même parfois les activités individuelles parce que je sais que je peux compter sur moi, je vais m'y donner à fond. Mais c'est vrai que au fond, l'idée, c'est surtout d'aider pour le groupe, d'aider pour plus grand que ça, quoi. Plus grand que ma performance individuelle. Alors, en gymnastique, vous avez pratiqué une discipline en particulier Du coup, non, c'était les 4 agrès les 4 agrès en gymnastique, parce qu'on était du coup évalués sur ça en compétition. Mais c'est vrai que parfois... Et votre performance était homogène sur les 4 ou il y avait une préférence ? Non, pas du tout. Pas du tout. Par exemple, en barre, j'étais très bonne et j'aimais beaucoup ça. Par contre, en poutre, je détestais... c'était vraiment... même limite un blocage mental où l'échec était sur la poutre. Voilà, exactement. L'échec était sur la poutre. Mais c'est vrai que du coup, je dirais que c'est là où je me suis rendu compte que... on disait souvent lui il est bon, lui il est moins bon, mais en fait c'était aussi lui il est bon dans ça, lui il est bon dans ça, mais peut-être qu'on peut tous se retrouver, s'entraider et s'apporter quelque chose pour fonctionner ensemble. Pour revenir aussi à cette notion d'échec qu'on mentionnait à l'instant, vos différentes expériences étaient assez quantifiables de manière générale. Voilà, en prépa, on est classé, on a plus ou moins une bonne note, donc c'est une succession de succès, d'échecs. En gym, vous l'avez dit aussi, les performances sont très mesurables. Lorsque vous arrivez en école de management, c'est un monde assez différent qui s'ouvre, il y a énormément d'opportunités et c'est très difficile, il n'y a pas une espèce de note, d'estimation en permanence des performances. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez, puisque ça semble être un moteur aussi assez récurrent dans votre manière de faire ? Oui, en soi, je pense que c'est quelque chose que j'appréhende parce que c'est peut-être l'indicateur auquel je me suis fiée le plus de fois. Mais je sais qu'aussi, il y a des choses qui ne sont pas quantifiables. Un engagement, il ne va pas être quantifiable. Une volonté de réussir, elle ne va pas être quantifiable. Et pourtant, elle est quand même là. Je pense qu'aussi, c'est important de communiquer tous ensemble, de faire juste des comptes rendus de ce qu'on a fait. Donc, je pense peut-être à... Quand c'est des travaux de groupe, on ne va pas pouvoir dire « oui, j'ai fait tel nombre de ça, mais plutôt dire « moi, je me suis engagée à faire ça, voici mon engagement, voici le résultat ». Et ce ne serait pas quantifiable, mais ce serait une autre manière d'évaluer. Et je pense que ça peut remplacer cette volonté de vouloir avoir des chiffres concrets. Et alors, au-delà des chiffres, quels seraient vos objectifs en école de management ?
Objectif, je dirais déjà l'aspect associatif que j'ai pas pu tant rencontrer jusqu'à présent. J'étais membre de mon association sportive, mais c'était pas le même engagement vu que j'étais adhérente. J'aimerais bien m'engager du coup dans l'association d'entrepreneuriat Accède Provence Entrepreneur. J'ai vu que l'objectif c'était de promouvoir l'entrepreneuriat, d'organiser des événements. Je sais que l'aspect organisationnel, événementiel m'intéresserait. Et puis en plus pour l'entrepreneuriat, pour aider peut-être d'autres personnes à se lancer, ça m'intéresserait. Et ensuite, peut-être une autre chose qui pourrait m'intéresser, c'est les associations humanitaires. Je sais qu'à Kedge, il y a pas mal de projets au sein d'Unitaire qui permettent notamment l'aide aux populations dans le besoin, l'aide à l'éducation des enfants, voilà, pour rejoindre la carte. Je sais qu'il y a des projets internationaux qui aident pour l'éducation pour tous dans le monde et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais... Et vous l'imaginez dans quel type d'action en particulier, cet engagement ? C'est-à-dire comment ça se construirait ou déjà par la récolte de fonds, par la mobilisation d'un grand nombre de personnes, peut-être notamment en changeant ce qui a été fait jusqu'à présent. Je pense du coup à la carte réformée. Je pense que ça peut être une chose aussi de ne pas se dire juste je reprends ce qui a été fait et je fais la même chose, mais juste je reprends et j'apporte ma pierre à l'édifice, j'apporte une nouvelle vision de la chose, une nouvelle façon de fonctionner. J'en ai déjà parlé avant, mais la façon de travailler en groupe peut-être, se dire pas uniquement c'est une contrainte de devoir travailler avec un groupe, mais plutôt on a des choses à s'apporter et si si on mutualisait nos forces pour créer quelque chose ensemble, je pense que dans l'humanitaire ça peut être important. Quelle serait votre principale réforme ? À quel niveau, à l'échelle Celui que vous souhaitez. Vous êtes nommé Premier ministre de notre pays. Quelle réforme, puisque le tirage au sort du jeu de cartes vous invite à réformer. Quelle est votre priorité ? Du coup, c'est assez drôle, ça rejoint encore une fois la carte éducation, mais je dirais l'éducation. Je pense que on a un système, je sais pas, je pourrais pas dire qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas. C'est pas moi qui l'ai mis en place et puis c'est pas simple de juste de dire ça fonctionne pas, mais parce que voilà, c'est tout. Je saurais peut-être pas apporter de solutions concrètes, mais je pense que il y a un manque de considération dans certains domaines. Je sais que, par exemple, dans même les lycées professionnels, on les prend pas au sérieux. Certaines filières aussi qui vont être dévalorisées, des choses comme ça. Je pense que l'éducation, ça peut être une chose sur laquelle on peut mettre l'accent, et dès le plus jeune âge. Et l'éducation ne passe pas uniquement par les cours, l'école, mais aussi toutes les activités qu'il y a autour. Créer un environnement stimulant, des choses comme ça, ça participe à l'éducation. Pensez-vous que le budget de l'éducation nationale soit suffisant ? Pour moi, c'est pas un problème de budget. Pour moi, c'est pas un problème de budget. Je dirais plus que c'est un problème de mentalité, de comment est-ce qu'on envisage l'éducation. Je sais que déjà juste penser l'école comme une contrainte et se dire je vais à l'école, maman j'ai pas envie d'aller à l'école. En fait, pour moi, ça devrait être une joie, c'est-à-dire je suis contente d'apprendre des choses, même si je suis pas bonne en maths, je suis peut-être pas bonne en sciences, mais peut-être que je suis meilleure en lettres, ou au contraire, j'adore les maths et par contre je déteste l'anglais, j'en sais rien. Juste se dire, c'est une chance d'aller à l'école, quoi. J'y vais parce que je vais apprendre des choses et que ça va me servir plus tard et que le théorème de Pythagore va me servir en soi. C'est juste une façon d'apprendre et tout plein de clés qui sont nécessaires plus tard pour comprendre le monde, pour interagir avec les autres, pour organiser son travail et pour des soft skills, disons, on a besoin d'avoir des bases solides qui sont du coup à travers l'éducation, qu'on a à travers l'éducation quand on est plus jeune. Alors quel est le soft skill qui vous caractérise le mieux ? Je dirais l'organisation. L'organisation. Du coup, pour faire un lien... Parce que hard, ça. Oui. L'organisation. Et alors, le service militaire... Ouais, c'est vrai. Du coup, je pense à la carte service militaire. Je pense que ça peut être... c'est vrai que la carte dit le service militaire est indispensable à l'équilibre de la société. Alors, il n'existe plus.
Oui, il n'existe plus actuellement. Indispensable, je dirais que c'est pas le mot. Je pense qu'il peut profiter à l'équipe de la société dans la mesure où on est tous avec des chances différentes, on est tous dans des milieux différents et peut-être que ça permettrait de fixer un cadre qui serait du coup donné par l'État, instauré par l'État et qui permettrait de tous partir sur un équilibre commun à ce niveau-là. C'est sûr que ça ne va pas rééquilibrer absolument tout, on est d'accord là-dessus, mais je pense que ça peut être important et aussi de se rendre compte tout simplement de notre service, de nos militaires actuellement, du travail qu'ils font. Le service militaire, c'est pas uniquement l'effort physique, mais aussi passer par la mentalité, ce qu'ils font sur place, comment ça s'organise. La discipline. La discipline, exactement, la rigueur, tout ça. Donc ça peut permettre à la fois d'apporter des valeurs, d'inculquer des valeurs communes et nationales, c'est ça. Et enfin, juste connaître un grand aspect de notre État et qui nous permet aussi de fonctionner correctement. Un exemple parmi vos proches ou qui s'investissent oui, sur le plan militaire. J'ai un ami qui s'investit notamment dans le service militaire, qui fait des gardes les week-ends. En qualité de soldat ou de réserviste Réserviste, je pense. Je ne saurais pas dire exactement, mais je sais que ça lui tient à cœur. On n'est pas très proches, hein. C'est une connaissance dans mon entourage, mais c'est vrai qu'il s'investit quand même pas mal là-dedans. C'est une cause qui lui tient à cœur et je pense que plus de jeunes pourraient s'intéresser, puisque je ne dirais pas devraient, pourraient s'intéresser parce qu'il y a aussi peut-être un manque d'information et un manque d'éducation à ce que font ces militaires-là. Pour prolonger un petit peu cette réflexion, sur un aspect plus international et géopolitique, vous savez, la France récemment a subi plusieurs revers militaires et n'est sans doute aussi plus la grande puissance militaire qu'elle a été par le passé. Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, cette espèce de rétrogradation de la France sur l'échiquier international, est-ce que c'est la suite logique des choses quelque part, parce que le monde change et que la place de la France relativement est plutôt déclinante, ou est-ce que vous estimez que la France doit par essence tenir un certain rôle au sein du monde? Pour moi, la France doit tenir un certain rôle de par son histoire, de par sa culture. C'est pas une nation récente et je pense que c'est aussi ça qui fait sa force. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement, elle n'a plus la même place qu'avant. Dire c'est des conséquences limite c'était prévisible, je pense que c'est un peu simple parce que c'est des choix qui ont été faits dans le passé. Actuellement, je pense juste qu'il faut essayer d'apporter peut-être un nouveau regard, d'essayer de fonctionner avec la situation dans laquelle on est actuellement. Honnêtement, je saurais pas dire précisément comment est-ce que j'envisagerais géopolitiquement la suite des choix que devrait faire la France. Mais oui, pour moi, c'est certes une conséquence des décisions qui ont été prises. Maintenant, c'est à nous, disons, les jeunes, la nouvelle génération, de prendre de nouvelles directions, de peut-être s'intéresser à des secteurs stratégiques, s'intéresser à des problématiques, notamment je pense aux problématiques développement durable, énergie renouvelable, des choses comme ça qui sont peut-être une voie d'exploration pour justement de nouveau se développer. Alors si vous n'êtes ni Première ministre ni chef des armées dans les années à venir, est-ce que du moins vous avez un projet professionnel déjà aux portes de l'école ? Alors j'ai pas de projet professionnel construit. Je sais que potentiellement l'entrepreneuriat ça pourrait m'intéresser. Peut-être créer un concept store. Je sais que c'est très en vogue en ce moment, mais c'est vrai que je dirais c'est un... Éphémère ou pas ? Pas éphémère. Non. Ouais, plutôt créer un concept store dans lequel on peut se retrouver, pas uniquement pour des vêtements, mais aussi créer cet aspect convivial autour des choses qui, moi, m'animent, donc notamment la musique. Donc j'aimerais bien centrer ça autour de la musique,
proposer un espace où on peut jouer de la musique, on peut découvrir de la musique, écouter de la musique, parler classique musique, ou de tout. De tout. Vraiment, de tout. J'ai fait le conservatoire, mais j'écoute pas mal de styles musicaux. Donc, ça me plairait de créer un espace où on peut se retrouver et échanger autour de ça, mais dans lequel aussi on peut retrouver des personnes qui, certes, se lancent dans la musique, mais ont créé leur marque de vêtements et du coup, ils exposent leurs produits. Après aussi, s'associer avec peut-être une marque je sais pas, de café qui du coup propose son café. J'aimerais bien aussi promouvoir peut-être plus de marques françaises ou européennes, en tout cas locales, de bonne qualité, certifiées. Je pense que c'est important maintenant de prendre ces enjeux en compte. Et du coup, à ce moment-là, créer un espace, un café où on peut se retrouver, échanger autour de la musique, donc du coup plus dans mon univers, parce que je le mettrai en avant à travers mes goûts musicaux, mais ça pourrait être un espace de rencontre en fait. Vous avez déjà parlé précédemment de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est le fait d'être entrepreneuse en tant que telle qui vous fait vibrer, ou est-ce que c'est le projet que vous nous évoquez ? C'est le projet, je pense. Je pense que c'est plutôt le projet. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire et je sais que quand on échangeait avec moi, souvent c'était « oui, mais toi, tu as cette faculté de rassembler les gens, de créer une bonne ambiance quand on est en groupe. Et puis juste la musique, tout ça, je me suis dit peut-être que je peux créer quelque chose autour de ça. Maintenant, c'est pas du tout un projet qui est construit, c'est vraiment juste de l'idéation. Et voilà, j'envisagerais peut-être de le faire, mais c'est pas le statut entrepreneur qui m'intéresserait. C'est-à-dire que je me vois pas me lancer en tant qu'entrepreneur dans un autre projet si ce n'est celui-là. Et Kedge vous paraît être la bonne école pour mener à bien ce projet ? Je pense que Kedge, j'ai quand même assez développé en entrepreneuriat. Kedge, j'ai un incubateur. L'association d'entrepreneuriat, donc Accède Provence Entrepreneur, permet du coup le développement de l'entrepreneuriat dans la région sud et en Afrique. C'est, je crois, la première association étudiante qui fait ça en France. Et je pense que ça me permettrait de découvrir l'écosystème entrepreneurial, comprendre un peu mieux comment ça marche, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend en prépa ou même avant, et me donner un peu les clés pour se lancer peut-être plus tard. Vous êtes originaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Je viens de Saint-Martin-d'Air, dans l'agglomération grenobloise. Pardon. Donc vous êtes prête à quitter les hauteurs grenobloises ? Oui. Pour les calanques. Pour les calanques. Pour découvrir Marseille. C'est une très bonne alternative. Écoutez, Nora, cet entretien touche à sa fin, mais vous disposez de quelques minutes pour nous poser des questions ou bien évoquer un sujet qui vous tient à cœur et que nous n'avons pas pu aborder à travers les cartes au cours de notre échange. Moi, j'aurais peut-être des questions sur les diplômes que vous proposez. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez des diplômes qui sont justement centrés sur l'entrepreneuriat ? Et si oui, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des choses qui existaient là-dessus. Comment est-ce que ça se déploie ? Par exemple, en entrepreneuriat, j'ai du mal à concevoir un diplôme en entrepreneuriat alors que c'est quelque chose d'assez indépendant. Il existe des masters spécialisés. Et pour ce qui est du programme Grande École de Kedge, je pense en particulier à un Master of Science qui est dédié à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc nous vous proposons en dernière année pour être double diplômé, si je puis dire, à la fois du Master Grande École en management et de cette spécialisation qui est l'entrepreneuriat et à travers un master. Mais d'autres étapes doivent être franchies, c'est-à-dire vous devez construire peut-être votre projet, le mûrir, pourquoi pas faire un stage dans une start-up, ça peut être aussi une belle façon de construire votre projet, mais vous avez la possibilité de vous spécialiser dans ce domaine et d'autres. D'accord, très bien. Si je peux compléter d'ailleurs cette réponse, puisque moi-même, je porte un projet qui est Major Prépa aujourd'hui, et je suis passé, comme vous, prochainement par une école de management. Je pense que effectivement, le propre de l'entrepreneur, c'est de créer son métier, et donc par définition, le métier n'existe pas, a priori, sinon c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc le rôle d'un master en entrepreneuriat, effectivement, c'est de donner
un socle commun, des bases en fait concrètes qui vont permettre ensuite de maturer un projet. Et évidemment, le propre de l'entrepreneur, surtout au début, c'est de savoir un petit peu tout faire. Donc il faut être à l'aise en marketing, en stratégie, en finance. Voilà, il faut être effectivement très pluridisciplinaire et avoir une grosse force d'initiative, parce qu'évidemment, les choses ne vont pas venir toutes seules. Et donc, je pense que c'est ça aujourd'hui le rôle d'un master entrepreneurial. C'est de donner des clés, mais évidemment, ce master ne pourra jamais se substituer à un état d'esprit entrepreneurial. Et c'est là où effectivement les associations comme celle de Catch Marseille sont très utiles, parce qu'elles permettent de rentrer dans un écosystème qui est très atypique, très particulier, et qu'il faut savoir appréhender avant même le début du master. Ok, d'accord, merci. D'autres sujets ? Non, c'est bon de mon côté. Parfait, c'est bon du nôtre. Nora, merci. Et bon courage pour la suite de vos oraux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Nora, qu'as-tu pensé de cet entretien ? Du coup, c'est vrai que moi, j'ai passé mes entretiens l'année dernière. C'était pas encore sous cette forme-là. C'est vrai que c'est plus exigeant, je trouve, parce qu'on s'attend pas forcément aux questions, surtout La carte trait de pensée. Ouais, la carte trait de pensée, c'est assez compliqué parce que ça nous plonge dans nos cours de prépa. Donc moi, pour le coup, ça date d'il y a un petit moment. Aussi, ça nous invite à à parler de choses dont on n'aurait pas parlé sans les cartes, je pense. Et alors, ça permet de mieux se révéler d'une certaine façon. Oui, si, c'est vrai. C'est vrai que ça permet de parler plus de soi et moins de l'école et tout ce qu'on avait déjà prévu à l'avance si il n'y avait pas eu les cartes. Et je trouve que l'ODD, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en école de commerce, surtout à Kedge, c'est hyper important, c'est central. Donc, pour le coup, de toujours se ramener à cet ODD, se dire est-ce que je peux faire un lien ? Est-ce que même je peux l'envisager plus tard dans mon futur emploi ou dans un projet que je compte créer ? Ça peut être intéressant. Et des fois, ça peut même lancer des perches, même si ça complique la chose, à la fois, ça peut être... Ça complique, mais ça aide. Ouais, ça peut aider aussi, c'est ça. Par curiosité, t'as vu combien à ton entretien l'année dernière ? 17, il me semble. 16-17, quelque chose comme ça. Je trouve que, globalement, je pense que t'es quand même assez fort dans cet exercice-là. Surtout que... Effectivement, en fait, du coup, il y a deux modalités dans cet entretien. Il y a ce que tu as préparé, et pour le coup, ça, malgré le fait que, forcément, c'était il y a un an, tu as sans doute oublié des choses, mais je trouve que ta présentation, elle a été super claire, super structurée. Tous les éléments, on va dire, incontournables, tu les avais. Et quand c'était un peu des sorties de piste, parce que forcément, l'exercice oblige de faire des sorties de piste, je trouve que globalement, tu t'es quand même super bien débrouillé, parce que t'arrivais à dire des choses pertinentes et t'arrivais à raccrocher surtout ça à toi, ce qui est quand même parfois difficile, parce que ça veut dire qu'en une demi-seconde, tu dois réussir à faire une connexion logique entre ton expérience et des concepts un peu généraux. Donc franchement, pour ça, bravo. Après, moi, à chaque fois quand je corrige entre guillemets, j'ai la forme et le fond. Sur la forme, franchement, très très bien. Je trouve que ce soit dans l'élocution, les mots que tu choisis, franchement, très fort. En plus, tu parles un peu avec les mains, tu regardes à tour de rôle tes jurés, donc même dans le body language, franchement, vraiment très bien. Il y a quelques fautes d'expression, mais très limite. Des fois, au final, des petites choses à bannir, mais c'est vraiment pour aller chercher le 19 et pas le 20 ou des choses comme ça. Et après, sur le fond, je trouve que tu as super bien répondu aux questions un peu poil à gratter qu'on t'a posées, parce que l'entretien n'était pas facile, honnêtement. Je pense qu'on était bienveillants dans notre posture, mais qu'on t'a posé des questions difficiles, qui n'étaient pas convenues, et que tu as réussi à chaque fois à dire quelque chose d'assez pertinent. Il y a peut-être 2-3 trucs. Bon, peut-être, tu disais effectivement sur la carte jaune, c'est pour toi, la géopo, c'est peut-être un peu plus lointain, donc tu avais un peu moins d'éléments en tête. Mais c'était pas parfait, mais c'était quand même très, très recevable comme réponse. Donc pour moi, franchement, c'est un très bon entretien. Oui, la gymnaste mélomane était bien là, même à l'occasion, altruiste, et même à l'occasion de questions un peu plus décalées ou surprenantes. Mais les cartes sont là pour cadrer l'entretien, à la fois pour les jurés comme pour les candidats. Et je trouve que tu as très bien... réagi, il y avait de la réactivité. Bon, on est vraiment en présence d'une étudiante Kedge à 200%. Hein. Tu ne rejouais pas ta place à Kedge parce que on voyait bien les éléments
structurant de l'école, que ce soit la philosophie du programme Grande École avec son axe Grow by Doing, trait de pensée, trait d'action, où là tu es vraiment très, très à l'aise et la pirouette fonctionne, hein, même quand quand la question est plus difficile. Ouais. Donc bravo, parce que oui, la forme est bien là, et surtout la concentration et l'attention à faire des liens, quel que soit le sujet, à tisser des liens entre les différents sujets, et il n'y a pas de refus d'obstacle. Ouais. En fait, je pense que les deux conseils qu'on pourrait donner aux étudiants, c'est se connaître, en fait, tout simplement. Ça paraît tout bête, mais savoir les questions typiques, mais pas uniquement, se connaître vraiment soi-même, ses valeurs, ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on veut un peu plus garder pour soi, tout ça. Et plus l'aspect, faire le lien entre nos expériences, nos valeurs, notre futur, notre présent, tout ça. Et du coup, je pense qu'en ayant tout ça, on peut réussir l'épreuve des cartes correctement. Oui, puis puisque tu es dans le registre du conseil, je pense que le conseil pour cet entretien, mais comme pour d'autres, hein, c'est d'utiliser les 17 ODD. Ouais. Et objectif de développement durable, je précise qu'on utilise l'acronyme comme si c'était... Désolée pour l'acronyme. Donc, pour chacun d'eux, se demander ce à quoi ils vous font penser en termes de lecture, de documentaires, de projets, d'actions. Donc, faire l'exercice pour les 17. Et pour chacun des 17, se demander ce qu'ils pourraient raconter de vous, ou comment vous pourriez raconter un élément de votre personnalité, de vos projets, de vos expériences à travers l'ODD en question. Donc c'est vraiment l'exercice que je préconise pour cet entretien, comme d'autres formats d'entretien qui existent dans les différentes écoles. Oui, la conclusion de tout ça, c'est quand même que l'entretien, ça se travaille, et que parfois les étudiants n'ont pas conscience de ça. Oui. Mais là, je pense que c'est une très belle illustration du fait que non, on n'arrive pas les mains dans les poches. Et en particulier, tout fait par cœur. Non, bien sûr. Il faut être solide sur les appuis et en même temps avoir une certaine agilité qui permette justement de préparer l'imprévu en quelque sorte. Là, l'intérêt des cartes, c'est vraiment de prendre appui, et comme tu le disais, pour évoquer des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc elles peuvent parfois paraître peut-être un petit peu déstabilisantes, et comme pourrait l'être une question à brûle-pourpoint. Hein. Mais la présence des 5 cartes permet vraiment aux candidats de mieux se révéler. D'où le nom le révélateur. Et en se révélant mieux, c'est une dynamique qui vous permet aussi de mieux vous différencier. Parce que c'est très difficile pendant une journée d'oraux d'écouter des candidats qui se succèdent, et vous permettre de vous différencier les uns par rapport aux autres. C'est l'occasion. Alors c'est plus qu'une occasion, je pense que c'est une opportunité qu'on vous offre, au-delà de vous poser des questions, puisque c'est aussi l'intérêt d'un entretien et d'un échange pour faire connaissance.